Un émissaire d'Emmanuel Macron à Ouagadougou dans un contexte où les relations entre les deux pays ont pris un coup. La secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères de la France a été reçue par Ibrahim Traoré. Par la suite, la diplomate a rencontré la presse. Tous les sujets brûlants de l'heure ont été abordés. On retiendra que la France reste au Burkina Faso jusqu'à ce que les autorités en décident autrement. Et pendant ce temps, c'est l'axe Ouagadougou-Moscou qui se renforce davantage. On annonce pour très bientôt l'ouverture d'une ambassade au Burkina Faso. La chef de la diplomatie burkinabé a reçu ce 9 janvier l'ambassadeur de la Fédération de Russie. Tous les détails à suivre dans ce journal. Et puis, le grand format de ce soir, lui, s'intéresse à l'histoire douloureuse d'une jeune entrepreneur burkinabé victime d'injustice au Niger, obligée de fermer son entreprise suite à une altercation avec une cliente. La jeune dame nous raconte ce soir son calvaire de la prison à la fermeture de son entreprise. Voilà pour les grandes articulations de ce journal. Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir. Ces questions pour commencer. Quel sort est réservé à l'ambassadeur de France, Luc Alade? Qu'en est-il de l'aide que la France apporte au Burkina Faso? Qu'id de l'avenir de la force française Sabre, basée à Camboïsien? Et pour finir, quelle est la position de la France sur une éventuelle présence du groupe de sécurité privé Wagner au Burkina? Eh bien, toutes ces questions ont été abordées ce mardi par un émissaire français en mission à Ouagadougou. Après avoir été reçu par le capitaine Ibrahim Traoré, la secrétaire d'État française auprès du Quai d'Orsay était face à la presse cet après-midi. Le point dans quelques instants avec Hervé Dapa. En attendant que le Burkina Faso ne redéfinisse peut-être ses liens avec la France, cet autre axe qui se renforce, Ouagadougou et Moscou sont résolument tournés vers le renforcement de leur partenariat. Les deux parties annoncent des actions concrètes. Elle reste unanime que cette coopération prendra l'allure souhaitée par les deux pays. C'est ce qu'on peut retenir de l'audience entre la chef de la diplomatie burkinabé et l'ambassadeur de la Fédération de Russie. Les deux diplomates ont abordé des sujets d'actualité et d'intérêt concernant les rapports bilatéraux entre leurs États, politique, défense, économie, des sujets importants et pour lesquels la Russie a affirmé toute sa disponibilité à accompagner les autorités de la transition burkinabé. Et voici une situation qui interpelle directement la diplomatie burkinabé. Une jeune burkinabé dit être victime d'injustice et de maltraitance au Niger. Dans son témoignage accablant les autorités nigériennes et burkinabé, on retiendra que tout serait parti d'une altercation avec une de ses clientes. Conséquence, elle connaîtra la prison et finalement, elle a dû quitter le Niger, abandonnant son entreprise. C'est à Roméo Koïta qu'elle s'est confiée. Regardez. J'étais obligée d'inventer, de mentir que je suis enceinte, que je débute, pour que par pitié, il me fasse sortir de la cellule parce que c'était insupportable. C'était vraiment insupportable dans la cellule. Même les détenus hommes qui étaient là-bas, ils se sont mis tous à l'écart. C'est une petite cellule, mais eux-mêmes, ils avaient plus pitié de moi que les policiers. 4 mois après les faits, difficile encore pour elle de retenir ses larmes lorsqu'elle raconte sa mésaventure vécue au Niger le 10 septembre 2022. Mimine Iena, jeune entrepreneur burkinabé installé à Niamey, dit avoir été victime d'injustice et d'un complot dans le but de fermer son institut de beauté qui marchait pourtant bien. Sa galère débute le jour où elle croise le chemin d'une dame qui voulait s'offrir ses services. Le rendez-vous est pris, mais le jour J, les choses ne se passent pas comme prévu. Déjà pendant l'indication géographique de l'Institut de beauté, la cliente se montre très agressive. Et une fois sur les lieux, la scène est surréaliste. Dès qu'elle me voit, elle m'indexe. Quand elle m'indexe, elle me dit les mêmes mots qu'elle a dit à mon assistante. Idiote, étrangère, c'est avec toi, j'ai parlé au téléphone. Elle commence, quand elle dit ça, moi je m'arrête. Je dis, madame, calmez-vous, asseyez-vous, on va vous servir quelque chose. Elle me crache là-dessus une première fois.
je continue de la négocier, essayer de la calmer. Une deuxième fois encore, elle me crache et elle me dit, je ne sais pas qui elle est. Elle va me créer des soucis, elle va m'enfermer, elle va faire fermer mon institut. Se sentant agressée, elle dit avoir répliqué par le même geste. Mais elle n'était pas au bout de ses surprises. Donc quand je crache sur elle, elle enlève son téléphone, elle enlève sa chaussure, elle jette son sac à main et elle jette un téléphone, et elle enlève une chaîne, elle jette par terre. Et elle filme son visage, elle filme les objets qui sont à terre et elle vient vers moi pour tirer puisqu'elle voulait coûte que coûte qu'on soit proche. Après cette altercation, la dame repart, sans les soins de beauté pour lesquels elle s'était déplacée. Elle ira directement porter plainte pour violence et destruction volontaire de biens d'autrui. Dès le lendemain, les policiers viennent embarquer l'esthéticienne, direction le commissariat. Là, elle est placée en garde à vue pendant 2 nuits, sans être entendue par aucune autorité. J'étais vraiment traumatisée. Il fallait coûte que coûte qu'il me fasse sortir, quel qu'en soit ce que je vais dire. Donc, j'étais obligée d'inventer, de mentir que je suis enceinte, que je débute, pour que par pitié, il me fasse sortir de la cellule parce que c'était insupportable. C'était vraiment insupportable dans la cellule. Même les détenus hommes qui étaient là-bas, ils se sont mis tous à l'écart. Elle est ensuite conduite au tribunal d'arrondissement communal Niamey 1. Là, elle rencontre la dame qui l'accuse dans le bureau du procureur. Une nouvelle fois, sans l'écouter, le procureur lui notifie qu'elle doit rembourser les objets de la plaignante qui coûtent 1 400 000 francs CFA. Le téléphone portable que voici coûterait 1 million de francs CFA et la chaîne en or 400 000 francs CFA. Quand je sors, maintenant, il y avait déjà la dame qui était dans le bureau du procureur. Donc quand je rentre avec l'avocat et maintenant le procureur dit que j'ai gâté la chaîne de la dame et que j'ai cassé son téléphone et que le tout fait 1 400 000. Soit je paye, soit il me jette en prison. Dans un appel téléphonique qu'elle présente comme étant son entretien avec son avocat, ce dernier souligne des accointances entre la plaignante et le procureur. Pour Mimine Yen, tout porte à croire qu'il s'agit d'un complot. Elle se dit convaincue que les autorités judiciaires nigériennes ont traité cette affaire de manière partiale parce qu'elle est étrangère. Pourtant, elle affirme qu'elle est en règle dans ce pays voisin, disposant de sa carte consulaire, son permis de séjour et son entreprise aussi est à jour de ses obligations fiscales. La jeune esthéticienne déplore également l'attitude des autorités du consulat du Burkina Faso au Niger, qui l'ont presque laissée se débattre toute seule, bien qu'elle ait été informée de l'affaire. Quand je sors de tout ça, je vais moi-même au consulat. Quand j'arrive, je demande si quelqu'un est venu raconter une histoire comme ça. Ils m'ont dit oui, effectivement, il y a une connaissance qui est venue, qui a raconté tata. J'ai dit bon, comme moi-même je suis sortie, je viens pour vous raconter l'histoire à vive voix, pour que vous voyez ce que vous pouvez faire pour moi. Donc eux, ils m'écoutent parce que c'est moi qui ai vécu l'histoire. Je leur raconte tout ce qui s'est passé. Ils m'écoutent et ils prennent mon numéro, ils disent qu'ils allaient me rappeler. Sauf qu'ils ne m'ont jamais rappelé. Les autorités consulaires l'auraient juste aidé à quitter le pays. Son entreprise a été fermée. C'est plus de 15 millions de francs CFA d'investissement qui tombent ainsi à l'eau. Actuellement près des siens dans son pays, la jeune dame ne demande qu'une seule chose, que justice lui soit rendue. Et pour cela, elle interpelle les autorités burkinabées à se saisir de l'affaire, car en plus de l'injustice, elle estime que c'est sa dignité de femme qui a été bafouée. Que ce soit le Niger ou le Burkina Faso, tous ces 2 pays sont membres du CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, compte 19 membres, mais il y a encore des pays éligibles qui tardent à rejoindre l'organisation. Comment aller vers eux et réussir leur intégration?
C'est le défi que se lance la nouvelle équipe dirigeante de la structure. Elle est pilotée officiellement depuis hier par le professeur ivoirien Souleymane Konaté. Plus de précisions avec Luc Parvelgem. Il est à la tête de la nouvelle équipe dirigeante du CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Le professeur ivoirien Souleymane Konaté est le nouveau secrétaire général du CAMES. Il est accompagné du professeur Ali Douma, directeur des programmes chargé des comités consultatifs et interafricains des concours d'agrégation et de l'ordre international des palmes académiques, et du docteur Saturnin Nzoya Yoga, maître de conférence, directeur des programmes chargés de l'assurance qualité. Je vous rappelle que sur 19 États, nous avons encore, 5 pays que nous comptons vraiment ramener au même niveau que les autres États en termes de participation au programme statutaire du CAMES. Il s'agit du Rwanda, il s'agit du Burundi, il s'agit de la Guinée équatoriale, il s'agit également de la Guinée-Bissau, il s'agit de Madagascar. Nous devons aller vers ces pays pour savoir, en tant qu'État membre, pays membre fondateur du CAMES, pourquoi leur contribution n'est pas à la hauteur des autres. Donc ça, c'est la première stratégie. Ensuite, il s'agira de faire des offres de services aux États. N'oubliez pas que le CAMES, c'est aussi une sorte d'agence d'assurance qualité et de conseil aux États pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique en vue du développement de ces États. Le CAMES comprend 19 États membres invités au passage à honorer leurs engagements pour le bon fonctionnement de l'institution. La nouvelle équipe est invitée à faire le plein de crédit confiance au niveau des enseignants-chercheurs et des pays qui traînent toujours le pas. Alors, c'est d'abord des mots de félicitations et d'être quand même des dirigeants reconnus par l'ensemble des 19 pays. Et je rappelle que c'est à l'unanimité que ces dirigeants ont été donc reconnus. Mais c'est surtout les inviter à avoir une vision audacieuse pour sortir le CAMES de cette zone de turbulence, pour permettre au CAMES de renouer, je dirais, des relations saines avec toutes les institutions d'enseignement supérieur et de recherche de l'espace CAMES. Le professeur Souleymane Konaté remplace le professeur Abou Napon qui, avec ses collaborateurs depuis 2019, ont travaillé à améliorer la gouvernance académique et scientifique de l'institution plus que cinquantenaire. Le CAMES et bien d'autres structures seront les grands bénéficiaires de ce projet en gestation, celui de pouvoir apposer sa signature à distance sur un document. Si le rapport de l'étude sur les modalités d'opérationnalisation de la signature électronique au Burkina Faso venait à être validé, l'initiative pourrait entrer dans sa phase active. Objectif, améliorer la gouvernance administrative sur plusieurs plans. On en sait plus avec Maxime Ilboudou. À l'horizon 2024, le gouvernement burkinabé veut intégrer l'utilisation de la signature électronique dans l'administration publique. Ce nouveau pas vers la transformation numérique constitue une opportunité pour les acteurs du digital de repenser certains aspects du fonctionnement des structures étatiques. Réunis en atelier, ces techniciens échangent sur le cadre juridique, le dispositif institutionnel et technique du processus. Le document final qui fera office de conclusion servira de canevas pour l'opérationnalisation de la signature électronique au Burkina Faso. C'est tout un dispositif qui permet à chaque acteur évoluant dans le monde virtuel, que ce soit pour les transactions monétaires, que ce soit pour des opérations administratives, tout acte en fait que tout acteur pose dans le monde virtuel, il est nécessaire effectivement que cet acte soit associé, j'allais dire de façon formelle et indiscutable, donc à la personne qui a posé cet acte. C'est ça la signature électronique. Alors évidemment, de plus en plus, notre administration va vers la dématérialisation. Donc il est important qu'effectivement, on puisse mettre en place ce dispositif. En attendant la mise en œuvre du projet, les experts du digital rassurent que la signature électronique a la même valeur légale qu'une signature manuscrite. Cela participe de la volonté de l'autorité de garantir l'authenticité des documents et de l'identité de la personne signataire. Une fois opérationnelle, l'autorité de certification aura la lourde charge de sécuriser le processus. Le comité technique qui a été mis en place, donc il y a l'Agence nationale de la sécurité
des systèmes d'information, donc qui est membre du comité technique qui a suivi cette étude de bout en bout. Et également, quand on fait cas de la signature électronique, donc au niveau des acteurs de mise en œuvre, il y a des autorités qui permettent de certifier de la validité de la signature électronique. Donc l'étude a pris en compte tous ces aspects. Et une fois que la signature électronique va être opérationnalisée, donc les différentes autorités de certification de cette signature électronique vont entrer en jeu. Cette innovation, selon le secrétaire général du ministère en charge de la transition digitale, va sans doute améliorer la gouvernance administrative à travers les gains en temps, en papier, en efficacité et en sécurité. Pour lui, l'utilisation de la signature électronique permet également de gérer un flot important de dossiers. Le projet est piloté par le cabinet Orinfo et bénéficie du soutien du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Je vous le disais plus haut, quel sort est réservé à l'ambassadeur de France, Luc Alade? Qu'en est-il de l'aide que la France apporte au Burkina Faso? Qu'id de l'avenir de la force française Sabre basée à Camboïssin? Et pour finir, quelle est la position de la France sur une éventuelle présence de groupes de sécurité privés Wagner au Burkina? Eh bien, toutes ces questions ont été abordées ce mardi par un émissaire français en mission à Ouagadougou, après avoir été reçu par le capitaine Ibrahim Traoré. La secrétaire d'État française auprès du Quai d'Orsay était face à la presse cet après-midi. Le point avec Océane Daboné et Kwame Hervé Dapa. Malgré les apparences, elle sait qu'elle est en territoire diplomatique miné. En début de matinée, Chrysoula Zakharopoulou s'est entretenu avec le capitaine Ibrahim Traoré. Et on imagine aisément l'un des sujets majeurs au cœur de leur conversation. La secrétaire d'État française chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux arrive au Burkina une semaine après que Ouagadougou ait demandé le remplacement de l'ambassadeur français, Luc Alade. Va-t-il partir ou rester? Bien sûr, nous avons attendu le message des autorités, messieurs. Ils ont demandé de nouvelles voix, de nouveaux visages. J'ai fait part de ma disponibilité au président Traoré et à ses équipes de poursuivre le dialogue. Et j'ai aussi rappelé au président Traoré nos attentes au sujet de la protection de nos ressortissants. S'agissant alors de la situation de notre ambassadeur, nous sommes convenus de traiter ce sujet à bonne entente et dans les formes diplomatiques. Les initiés comprendront les non-dits de son langage diplomatique. Et elle va en user tout au long de cette conférence de presse, comme lorsqu'elle est interrogée sur le sujet du maintien ou pas des forces spéciales françaises Sabre sur le territoire burkinabé. Concernant leur Sabre, nous restons présents aussi longtemps que notre présence est souhaitée. Les militaires des Sabres sont bien présents en accord avec les autorités du pays. Nous sommes dans un pays souverain. C'est au pays de déterminer les choix de ses partenaires. Les mots sont choisis avec munitie. Chaque bout de phrase vaut son pesant d'or dans un contexte où la tension diplomatique entre Ouagadougou et Paris est montée d'un cran ces dernières semaines, notamment sur la question de la probable présence ou arrivée de Wagner au Burkina. Vous savez, je ne suis pas ici pour commenter des hypothèses. Je ne suis pas ici ni à parler à la place, je ne me permettrai jamais à parler à la place des autorités de votre pays. Moi, je dis simplement que chaque choix a ses conséquences. Et nous avons eu l'occasion de nous exprimer à ce sujet. Puis vient le classique lorsqu'une autorité française se présente devant des journalistes africains.
La question sur la montée du sentiment antipolitique française, elle sera posée à l'émissaire de Paris sous une forme d'analogie, de comparaison entre la situation en Ukraine, où la France va déployer bientôt des blindés légers, et celle du Sahel, où le sentiment d'abandon domine chez certains Burkinabés. Vous m'avez posé la question, la différence entre l'Ukraine et la zone du Sahel ou du Burkina Faso. Alors, ma présence, monsieur, c'est d'abord pour vous dire, il n'y a pas de poids et de mesure. La France est présente, et en Ukraine, et ici. Et vous savez que au Sahel, des Français, ils ont perdu leur vie pour lutter contre le terrorisme. Nous sommes à vos côtés, nous sommes à côté des autorités, mais nous sommes pour vous soutenir, pour appuyer, pour écouter les besoins. Voilà le message que j'ai à vous passer et je vous remercie parce que les vies humaines sont partout, ils ont la même valeur. Chrysoula Zakharopoulou devrait reprendre l'avion pour Paris cette nuit. Sa mission de reformatage des relations diplomatiques entre Paris et Ouagadougou a-t-elle été une réussite? Les prochaines semaines seront sans doute décisives. Tout autre chose à présent. Le 30 janvier prochain, le monde va marquer une halte pour célébrer la journée contre les maladies tropicales négligées. Ces pathologies presque oubliées et qui touchent plus d'1 milliard de personnes, pour la plupart pauvres. En moins de 3 semaines de la célébration, le ministère de la Santé annonce les couleurs. C'est une session d'information qui a été animée au profit des hommes de médias. Abdou Aziz Sarré y était au compte de BF1. La lèpre, le trachome ou encore l'onchocercose, pour ne citer que cela, sont toutes des maladies anciennes liées à la pauvreté. Elles sévissent principalement dans les zones tropicales et subtropicales, parmi les populations les plus vulnérables. Au Burkina Faso, on compte 19 des 20 maladies tropicales négligées dénombrées par l'Organisation mondiale de la santé. Pour venir à bout de ces maladies, le gouvernement met en application 2 stratégies majeures recommandées par l'OMS. La chimiothérapie préventive et la prise en charge intensive des cas. Ces 2 stratégies portent déjà des fruits selon le ministère de la Santé. Grâce aux efforts conjugués de tous les acteurs et avec l'appui des partenaires techniques et financiers, le Burkina Faso a engrangé des résultats fort encourageants dans cette lutte. Les campagnes de traitement de masse régulièrement organisées au profit des populations des zones touchées montrent une baisse constante de l'ampleur de ces maladies. Toutefois, les résultats engrangés restent toujours en deçà des attentes, à en croire la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique. C'est pourquoi le Programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées et ses partenaires ont jugé bon d'impliquer les hommes de médias dans la lutte. D'où cette session de formation au profit des journalistes venus de plusieurs régions du pays. C'est vrai qu'avec les efforts qui ont été faits, on a engrangé des succès, mais la maladie est toujours là. Et on est à une période où les finances aussi s'amenuisent un peu. On a vraiment besoin de l'apport d'une grande communication, d'une sensibilisation des hommes des médias pour informer non seulement la communauté, mais aussi les leaders politiques, les leaders pour que tous ensemble, nous puissions vraiment agir contre ces maladies tropicales négligées. Cette session de formation se tient en prélude à la Journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées, célébrée tous les 30 janvier. Et c'est seulement depuis 2020 qu'on a pu dégager une journée pour la lutte contre les maladies tropicales négligées. Donc, en prélude à cet événement, nous avons vu qu'il était nécessaire de rencontrer les hommes et femmes de médias pour en parler des MTN, pour qu'ils puissent avoir des informations de long en large sur ces maladies et pouvoir communiquer avec la population à l'occasion de cette journée. Selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, ce sont plus d'1 milliard de personnes qui sont affectées par les maladies tropicales négligées à travers le monde.
Avant de nous quitter, ce coup de filet des hommes du commissariat de Dafra Bobo Dioulasso, c'est le fruit de plusieurs opérations qui ont permis de mettre hors d'état de nuire des présumés délinquants spécialisés dans le vol. Des opérations qui ont créé des heureux car plusieurs victimes ont pu retrouver leurs biens. Salomon Tapsoba, Soto, Justin Dabiri. Florence Combasséré avait été victime de cambriolage dans son restaurant 6 au secteur 24 à Bobo Dioulasso dans la nuit du 15 décembre 2022. Un cambriolage au cours duquel elle avait perdu sa bouteille de gaz et une caisse de boisson. Issoufou Pankolo lui avait été victime de vol de sa motocyclette à son domicile en mars 2022. Ce matin, c'est tout heureux qu'ils retrouvent leur objet volé grâce aux éléments de la police nationale du commissariat de l'arrondissement de Dafra. Je suis trop content du travail abattu par les policiers et puis par la population même. Vraiment, je remercie la police. Ils font du bon travail. Vraiment, je n'ai pas les mots pour les remercier. Le matériel saisi par les éléments de la police nationale est composé en haut de 11 engins à 2 roues, de 3 bouteilles de gaz de 6 kg, d'une télévision, de 2 charrettes, d'un tricycle et d'une caisse de boisson. Et la majeure partie des victimes se trouvent à Bobo Dioulasso. Et il y en a aussi qui se trouvent hors de la ville. Il y a d'autres qu'on a pu contacter qui sont là actuellement ce matin pour entrer en possession de leurs objets. Il y a d'autres aussi également qu'on n'a pas pu contacter, mais nos investigations vont se poursuivre afin de pouvoir les toucher pour qu'ils viennent entrer en possession de leurs objets volés. Les cerveaux du groupe ont tous été interpellés et puis déférés au parquet, et de même que les recélets. Le commissaire de police Ousmane Nakanabo invite la population à plus de vigilance afin de ne pas tomber dans le piège des présumés malfrats. Nous profitons de vos différents canaux de communication et réitérer notre invite à l'endroit de la population à participer davantage à la coproduction de la sécurité à travers cette culture de la sécurité collective. Je cite, « La sécurité de chacun se repose dans la solidarité de tous ». Toutefois, nous les invitons à plus de vigilance afin d'éviter de tomber dans les pièges de ces malfrats et nous signaler tout cas suspect dont ils auront connaissance à travers les numéros verts 1010, le 17 ou le 16. Ousmane Nakanabo n'a pas manqué également de remercier la population dont la collaboration a largement contribué à l'identification des objets volés et à l'arrestation de certains présumés auteurs. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Si vous nous recevez depuis la commune de Sibi, dans la Sicily, eh bien, soyez-en remerciés. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.